Dans plusieurs des vidéos précédentes, j'exposais l'argumentation de Luc Ferry. Maintenant, je vais exposer celle de Sam Harris, qui défend la position opposée à celle de Ferry. Selon Harris, l'éthique peut et doit être scientifique. En exposant le point de vue de Ferry, j'ai déjà identifié 2 points précis sur lesquels Harris le contredirait. 1. Harris dit qu'il existe des cas dans lesquels ce n'est pas une faute logique de passer du descriptif au normatif. 2. Harris dit qu'un discours peut tout à fait être à la fois normatif et scientifique. Et entre autres, la médecine est à la fois normative et scientifique, et selon lui, il peut en être de même pour l'éthique. Je vais développer sur chacun de ces 2 points de désaccord entre les 2 philosophes, mais avant, j'attire votre attention sur ceci, que l'objection de Luc Ferry à ce que l'éthique puisse être une science se compose en grande partie de son objection à l'éthique évolutionniste. L'éthique évolutionniste qui est pour ainsi dire du darwinisme social de gauche. Or, la vision de Sam Harris, elle n'a rien à voir avec l'éthique évolutionniste, ni d'ailleurs avec aucune forme de darwinisme social. Quelle que soit la version du darwinisme social que l'on retient, que ce soit une version fascisante comme celle qui a mené à l'eugénisme, ou une version plutôt égalitaire et écologiste comme celle dont parle Luc Ferry dans Qu'est-ce que l'homme? La même objection est toujours valable. Ça, je ne reviens pas là-dessus. On ne peut pas utiliser la théorie de l'évolution comme référence normative. La théorie de l'évolution, c'est une théorie en sciences pures qui sert à expliquer des phénomènes. Elle ne sert pas à prescrire des normes. Je réitère, en suivant Ferry, que ce n'est pas parce qu'un comportement peut être expliqué dans le cadre de la théorie de l'évolution que ce comportement est moral. Et Harris est tout à fait d'accord pour dire ça. Dans son livre The Moral Landscape, il pose que le but de la morale est de maximiser le bien-être. Et dans le même livre, il écrit explicitement qu'il y a des comportements qu'on arrive à expliquer biologiquement et qui sont malgré tout immoraux. Et il insiste aussi sur la différence entre le bien-être et l'utilité évolutive. Je vous lis un passage que j'ai traduit librement moi-même. Il est important d'insister sur ceci qu'un compte-rendu scientifique des valeurs humaines n'est pas la même chose qu'un compte-rendu évolutionniste. La majeure partie de ce qui constitue le bien-être humain de nos jours échappe à tout calcul darwinien. Bien que les expériences possibles des humains doivent être réalisées dans le cerveau humain, qui est, lui, un résultat de l'évolution, notre cerveau n'a pas été conçu en ayant en vue notre accomplissement ultime. L'évolution n'aurait pas pu prévoir la sagesse ni la nécessité d'établir des démocraties stables, de lutter contre les changements climatiques, de sauver d'autres espèces de l'extinction
d'éviter la prolifération des armes nucléaires, ni bien autre chose qui est aujourd'hui cruciale pour le bonheur à notre siècle. Fin de la citation. Et Harris ajoute sur un ton semi-humoristique que, comme le disait Steven Pinker, si l'utilité d'un point de vue évolutif d'un comportement coïncidait avec le bien-être et le bonheur, eh bien, pour à peu près n'importe quel homme aujourd'hui, l'activité la plus plaisante, ce serait de faire le plus de dons de sperme possible. Parce que oui, je vous rappelle qu'un comportement utile d'un point de vue évolutif, ça veut dire un comportement qui favorise la reproduction de l'espèce et la transmission de ses propres gènes. Alors bref, la morale est une question de bien-être, nous dit Harris, et le bien-être doit être distingué de l'utilité dans l'évolution. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle espèce qui peut ressentir du plaisir et de la douleur, y compris la nôtre. Pour l'illustrer d'une manière simple, je vous suggère de penser aux raisons pour lesquelles on mange et aux raisons pour lesquelles on s'adonne à des actes sexuels. Deux comportements qui sont sûrement utiles d'un point de vue évolutif. J'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi se nourrir est utile pour qu'on survive assez longtemps pour se reproduire. Ni d'ailleurs de vous expliquer le lien entre sexualité et reproduction. Qu'on ait envie de faire ces choses-là s'explique certainement par l'utilité de ces comportements dans l'évolution. Cependant, quand vous mangez, vous n'avez pas en tête la finalité de survivre un peu plus longtemps pour vous donner du temps de plus pour trouver un partenaire avec qui faire un enfant. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les humains qui ne sont pas fertiles et qui le savent mangent quand même. Quand vous convoitez le sac de chips que vous allez manger en regardant un film, ou la bonne sauce bolognaise de votre mère que vous allez manger ce soir, vous pensez au plaisir que ça va vous donner au moment de manger, pas à l'utilité évolutive de la nourriture. Il est même à noter que maintenant qu'on vit dans la surabondance de nourriture, là je parle évidemment des pays d'Occident, la surabondance fait en sorte que la façon de se nourrir de beaucoup de gens n'est vraiment pas optimale pour se garder en santé. Notre goût inné pour le sucre et le gras nous pousse à en manger trop. Et ça met notre santé en péril. Autant la tendance à rechercher le sucre et le gras ont été utiles à la survie de notre espèce dans l'environnement dans lequel l'humanité a vécu pendant des siècles, puisque le gras permet de stocker des réserves d'énergie et le sucre d'avoir de l'énergie pour agir là tout de suite, ben autant ça a pu être utile, autant avec le changement d'environnement, avec l'industrialisation, les mêmes tendances peuvent avoir des mauvais effets. Et ça illustre bien que l'évolution, elle ne fonctionne pas avec des finalités précises. Écoutez, on a eu des comportements utiles qui ont été sélectionnés, ils sont restés et ils continuent d'exister même quand ils deviennent nuisibles. C'est-à-dire aussi longtemps qu'ils ne sont pas nuisibles au point d'empêcher l'espèce de se reproduire, il y a des chances qu'ils restent, ces comportements-là. En ce qui concerne la sexualité, c'est évident que les humains la pratiquent au moins autant pour le plaisir que pour la reproduction.
Une grande partie des actes sexuels ne s'accompagnent pas de la volonté de faire des enfants, et même qu'une grande partie d'entre eux n'ont même pas le potentiel de donner naissance à des enfants. Et pourtant, on est quand même nombreux à avoir envie de s'y adonner. Et ici, je ne parle pas seulement des plaisirs solitaires et des rapports homosexuels. Même des relations sexuelles entre un homme et une femme peuvent être stériles sur le plan reproductif. Vous pouvez penser à l'amour oral et à toutes sortes d'autres pratiques sexuelles qui ont lieu entre un homme et une femme et qui n'ont aucun potentiel reproductif. Bref, on est motivé à faire certaines choses parce qu'elles causent du bien-être et ça ne coïncide pas, en tout cas vraiment pas à 100%, avec l'utilité sur le plan évolutif. Et selon Harris, ce qui nous intéresse en éthique, ce n'est pas l'utilité évolutive des comportements, c'est vraiment leur impact sur notre bien-être. Pour en revenir à l'opposition entre Ferry et Harris, Harris reconnaît sans problème la différence entre expliquer un comportement d'un point de vue évolutif et le justifier moralement. Ce sont deux entreprises différentes. La différence entre les deux philosophes, c'est que selon Ferry, l'entreprise d'expliquer les comportements revient à la science, alors que celle de les justifier revient à la philosophie. Pour Harris, ce sont deux entreprises distinctes et qui font appel à des branches différentes de la science. Mais ce sont quand même deux entreprises qui reviennent à la science. En ce qui concerne l'éthique, la justification des comportements, l'établissement de normes morales, la science doit arriver à comprendre ce qui cause du bien-être chez les humains et aussi chez les autres espèces capables de ressentir du plaisir et de la douleur. Je développe là-dessus dans la prochaine capsule.